c'est moi qu'on a vu à la télé. Tu sais, j'ai resté moi-même de A à Z, puis la personne que vous avez vue, c'est vraiment moi. Vous pouvez me reconnaître, c'est la même. Bonjour, je suis Pascal. Et je suis Aymeric. On est dans le jus, le podcast hebdomadaire qui explore le monde passionnant de la restauration au Québec. Loin des clichés de la télé-réalité, à chaque épisode, nous recevons une ou un invité. Elle ou il nous partage son histoire, sa passion, ses coups de blues. Allez, c'est parti, on est dans le jus. Ok Pascal, j'espère que tu as bien rechargé les batteries du matériel d'enregistrement, parce que notre invité a beaucoup de casquettes et j'ai beaucoup de questions à lui poser. Alors, par où je commence ? Inspectrice du MAPAC pour les abattoirs, gagnante d'une émission de cuisine, passionnée de bouffe et spécialement de barbecue, Oui. chasseuse, podcasteuse. Aujourd'hui, c'est Sandra qui est dans le jus. Salut Sandra. Allô? Salut! Mon Dieu, c'est vrai que j'ai beaucoup de casquettes. Et encore, je Oui. pense que t'as pas tout dit. T'es maman aussi? Oui, Ah effectivement. ouais, quand même, ça c'est un gros travail aussi. Ah ouais, Ouais, quand même, hein. Ça, c'est sûr. T'as combien d'enfants? J'ai 2 enfants, Étienne, 11 ans, et Florence, 8 ans. Donc en plus, en pleine force de l'âge. Alors, il disait gagnante d'une émission de télé, bien sûr, il n'y a pas de mystère, il aurait pu le dire, c'était la première édition MasterChef. Là, il disait aussi grande foodie, mais bien sûr, l'un rejoint l'autre. Ben oui, certainement. Toutes mes passions gravitent autour de la nourriture là, tout le temps. Est-ce que tu as toujours été passionnée par la nourriture? Au moins depuis le secondaire. Au début, j'avais commencé à m'intéresser à l'alimentation saine pour pouvoir bien manger. Puis ça n'a pas été trop long là, que la crème et le beurre est arrivé là, dans la partie pour C'est ça, rehausser les la plats. crème et le beurre. Oui, c'est ça, exact. Donc, dès cet âge-là, tu as commencé à cuisiner, secondaire? Oui, tout à fait. C'est moi qui gérais le budget à la maison avec ma mère. Aussitôt que j'ai eu mon permis de conduire, j'allais faire l'épicerie, puis on se nourrissait avec ça pour la semaine. Et comment tu t'es mis en route? Est-ce qu'il y a une émission en particulier qui te guidait? Ben, MasterChef Australie, ça faisait des années là, que je suivais là, la version australienne au départ. Puis j'ai appris beaucoup de choses, beaucoup de trucs là-dedans. Vraiment cuisiner aussi sans recette. Vraiment de déroger de les quantités d'ingrédients et tout ça. Là, aller avec mon intuition seulement. Là, ça fait vraiment longtemps que j'utilise plus de recettes. Est-ce que tu as pensé à intégrer la cuisine professionnelle? Non, en fait, j'ai inspecté des restaurants quand même au début de ma carrière, puis juste ça, j'en ai eu assez là, pour ne pas m'en aller dans le domaine. Là. La cuisine, pour moi, c'est vraiment une passion. Tout ce qui est comptabilité, gestion de personnel, c'est pas du tout dans mes cordes. Donc, je veux pas être obligée de rentabiliser une assiette et calculer mon coût de revient. Je veux juste cuisiner et bien manger. Ouais, c'est vrai que tu as un point vraiment important là. Il y a une différence entre très bien cuisiner à la maison et puis être un gestionnaire et un créateur et tenir un budget. Et Être puis, chef, oui, c'est beaucoup plus que juste cuisiner. ben oui, exact. Alors, moi, je veux vraiment qu'on parle de ton métier d'inspectrice du MAPAC. Alors, tu veux apporter une précision, on ne te reçoit pas comme représentatrice du MAPAC. Exactement. Dans le fond, ça fait 15 ans que je suis en inspection alimentaire là, au MAPAC et très fière de l'être. J'adore mon métier. Je trouve que je suis utile à la société. Puis c'est valorisant aussi comme travail. Puis on est là beaucoup en accompagnement avec les producteurs et exploitants, restaurateurs et tout ça. Là, c'est vraiment notre but, c'est que ce qui est servi dans nos assiettes au Québec, ce soit sain et salubre et délicieux aussi. Mais ça, c'est un autre aspect. Alors, tu sais quoi, toi, aujourd'hui, tu fais les abattoirs, c'est ça? Mais moi, je suis chef d'équipe depuis 2 ans, donc je vais dispatcher le travail, dispatcher les plaintes avec mes inspecteurs et vraiment faire de la formation ou aller dans les cas les plus difficiles, mais volet plus abattoir et ferme laitière. Quand tu as un inspecteur du MAPAC ou une inspectrice du MAPAC qui débarque dans ton établissement, tu as toujours une petite... Il faut surtout dire qu'ils arrivent souvent en plein service et ça, Ah non, alors là, je Moi, toujours. suis pas d'accord avec toi. Ah. Je suis pas d'accord avec toi. Moi, à chaque fois, c'était après le service du midi, 13h30, 14h. Alors, c'était un peu le why. le bazar parce que effectivement, tu es en fin de service, donc tu as tes frigos, tes frigos frigos de lignes qui ligne. étaient Ouverts, parfois ouais. ouverts, donc tes températures qui étaient un peu hautes et tout, mais
généralement, ils prennent ça en compte. Ben oui, certainement, certainement. Puis je pense, tu sais, c'est important de spécifier que la Ville de Montréal fait son propre inspection, sa propre inspection, son propre service d'inspection. C'est les mêmes règlements que le ministère de l'Agriculture partout au Québec, sauf que c'est pas les mêmes inspecteurs. C'est 2 services d'inspection différents. Alors, est-ce que tu as fait le tour de la MAPAC, Émeric, là? Ah non, Ah. non, il y avait... D'autres questions? J'ai quand même deux, trois questions, Ah, notamment par rapport aux abats. Oui. On sait que Une c'est question pas importante. dans la culture culinaire québécoise de consommer les abats. Ça se développe de plus en plus. Est-ce que vous avez des précisions particulières ou des attentions particulières quand vous contrôlez les abats de consommation? Ben, en fait, tout se mange sur un animal. C'est vraiment culturel. Il y a dans les pays que tout se mange, même le cuir se mange sur un bovin, à ce qui paraît. Il y a toujours des bonnes façons de faire pour les préparer, les apprêter, les panses, les sabots, ces choses-là. C'est tout possible de conserver ces abats-là puis de pas les jeter à la poubelle, mais il faut être équipé avec les bons équipements pour pouvoir les nettoyer, les blanchir, les servir, là, les rendre propres à la consommation. Est-ce que vous apportez de l'aide, des conseils quand vous avez des clients qui vous demandent, OK, ben, moi, j'ai des clients qui veulent les intestins pour faire des tripes. Est-ce que vous dites, OK, ben, la réglementation, c'est ci, ça, ça? Ben, c'est ça exactement. Le MAPAC a fait un manuel d'inspection en abattoir. Donc, toutes les méthodes sont inscrites là-dedans. On peut se baser là-dessus. Mais les exploitants peuvent aussi engager des consultants. Puis, il y a beaucoup de subventions qui sont données pour ça, pour améliorer la compétitivité des abattoirs aussi au Québec. Le MAPAC, on a comme 2 créneaux. On est l'inspection, on peut donner des amendes, mais on donne aussi des subventions de l'autre côté. Est-ce que tu as vu une différence dans les méthodes depuis que tu as commencé? Oh Est-ce mon qu'il y a Dieu, une oui. évolution? Les abattoirs ont été priorisés de plus en plus, puis on voit la différence certainement dans le résultat final. Ça, Puis on mange tellement plus de tartare maintenant que oui. c'est important. Bah oui. Ah oui, Bah oui. donc c'est sûr, tu peux pas, Non, tu peux pas rigoler avec tu ça. peux pas faire n'importe quoi avec ça, hein. Exact. Bon, c'est bon? C'est bon le MAPAC? Ouais, bah, c'est parce que oui, ça a l'air. Ah, ça Allez, me allez, allez, Vas-y. allez, on peut passer. Dernière question, allez, vas-y, Non, dernière non. question. Vas-y, dernière question. Je sens que ça C'est bon. te. Elle est partie, la question. Ok, elle est C'est- partie. le Bon, momentum est alors, passé. on revient sur la bouffe. Sur la bouffe. Ah oui, quand même. Donc, toi, Foodie, ton Instagram, c'est quoi? Foodie Créative. Hein? Ouais, Sandra Foodie Créative, c'est une page Facebook, Instagram, un peu TikTok que j'avais quand même avant de faire MasterChef. J'ai toujours été passionnée vraiment par les belles présentations, mais les produits locaux surtout. Donc, j'ai commencé ça juste pour le fun. Mes amis me disaient, mon Dieu, tu fais donc bien des belles assiettes, tu devrais les mettre sur Internet, sur les réseaux sociaux. Alors, ça a commencé comme ça, de fil en aiguille. Les producteurs de mon village me donnaient des bleuets pour que je fasse une recette, puis je leur fasse un peu de publicité. J'étais habituée de me faire payer en fruits, en viande, en légumes. C'est Là. vrai, hein, c'est un Oui, bon, puis c'est un bon échange de services, certainement. Donc, ça a commencé comme ça. Mon souci de faire de belles présentations pour pouvoir prendre en photo mes assiettes, leur rendre justice et que les gens veulent les cuisiner par la suite. Là. Donc, ça a commencé comme ça tranquillement. Puis après ça, après MasterChef, ben, ma page a explosé. Là. Je suis rendue une vraie influenceuse. Alors ça, on reviendra ensuite sur l'expérience MasterChef. Mais l'après MasterChef se passe comment? C'est vraiment une grosse vague d'amour ensuite? Vraiment, tout à fait. Tu as vraiment le bon mot pour l'expliquer. Là. Je me fais arrêter très souvent, pratiquement tous les jours. Là. Je me fais arrêter pour me faire féliciter. Félicitations, tu étais super bonne, tu es restée toi-même et tout ça. Vraiment une grosse dose d'amour là, des Québécois. Ça fait chaud au cœur, vraiment. Puis je suis très fière d'avoir pu dire que c'est moi qu'on a vu à la télé. Tu sais, j'ai resté moi-même de A à Z, puis la personne que vous avez vue, c'est vraiment moi. Vous pouvez me reconnaître, c'est la même. Mais je pense que ça dure aussi très très longtemps le tournage. C'est un 3 mois de 3 mois, donc, tournage en tout et partout, à 3-4 jours semaine là, à Montréal. Moi, j'habite presque à Québec. Donc, tu faisais les allers-retours? je faisais les allers-retours là, 2 fois par semaine. Mon conjoint s'occupait de gérer les enfants et le soccer et tout ça, les devoirs pendant que j'étais partie. Tu travailles pas pendant ce temps-là, j'imagine? Non, ben j'apportais mon ordi, je prenais des courriels pendant mes pauses de tournage. Je travaillais le lundi, le vendredi. On savait jamais d'une semaine à l'autre si je continuais ou si j'étais éliminée. Donc, ça a été un bon congé, ouais. C'est un sacré investissement quand même. Hein? Oui, oui, oui. C'est certainement la chose la plus difficile que j'ai faite de toute ma vie. Puis j'ai eu 2 enfants. Eh oui. Donc, je dormais plus quand j'ai accouché que quand j'ai fait MasterChef.
Eh oui. Alors, comment t'es venue l'idée de t'inscrire à cette compétition? Ben, ça fait plusieurs années que tous mes amis me disent tu devrais t'inscrire au chef ou à un souper presque parfait. Puis je suis comme, je le sens pas. Tu sais, les chefs, de toute façon, c'est des professionnels. Moi, je me considère pas une professionnelle. Je suis vraiment chef amateur, même pas chef, en fait, juste passionné de cuisine amateur. Donc, quand MasterChef, les inscriptions ont sorti, je me suis fait inonder de commentaires, là, inscris-toi, inscris-toi, inscris-toi. Puis je sentais que cette émission-là, c'était peut-être la mienne. Bah, ça a prouvé que c'était la tienne. Exact. Et puis alors moi je suis pas trop familier de MasterChef. Est-ce que tu peux m'expliquer le concept un petit peu? Le concept de MasterChef, en fait, c'est vraiment des chefs amateurs. Quand tu t'inscris, tu peux pas avoir suivi de formation en cuisine ni avoir gagné ta vie déjà dans le domaine. Mmh. Donc, tu dois être cuisinier du dimanche, si on peut dire. OK. Et ensuite de ça, on était 16. Ben, au début, on était 36, puis on faisait des duels ou trio ou quatuor pour avoir notre tablier. Donc, j'ai réussi à avoir mon tablier. Puis ensuite de ça, c'était à chaque semaine des défis différents. On avait une boîte mystère, l'iconique boîte mystère MasterChef à chaque début de semaine. Puis après ça, c'était des défis, soit des défis d'équipe ou des défis inventifs qui disaient. Donc, ça a été une belle expérience de créativité et de sortir de ma zone de confort, c'est le cas de le dire. Et puis été jugé par des professionnels pour le coup? Ben oui, c'est ça. Cuisiner du foie gras devant Martin Picard, quand même assez intimidant. Ah Quand ouais, même, bah, hein. cuisiner tout court devant Martin Picard, c'est intimidant, Vraiment, puis il y avait des juges invités aussi. Là. Arnaud Marchand est venu. Ça a été pour moi un grand coup de cœur. Mais on a eu Ah oui. aussi Sœur Angèle, Louis-François Marcotte. On a eu plein de beaux invités. Tu te prépares à ce style de compétition ou alors tu arrives avec ta confiance plutôt? Ben, c'est peut-être pas la même chose pour tous les candidats, mais moi, je me suis vraiment beaucoup pratiquée, apprendre mes techniques de base vraiment au complet pour pouvoir ensuite de ça les réinventer puis faire quelque chose d'original avec, mais vraiment pratiquer mes techniques de base. Vidéo YouTube, là, vraiment beaucoup de pratique à la maison. Là, à toutes les fins de semaine, je retournais, on pratiquait. On avait un courriel qui nous disait la semaine prochaine, on va toucher, par exemple, à l'Indien. Donc, essayez de vous trouver des recettes. Ah, il vous donnait Oui. un petit hint quand même? Ah, C'est quand ça, même, parce que la c'est cuisine, quand c'est même plus super sage. large, Ouais, oui, là. quand même. La production voulait pas qu'on aille se planter non plus à la télé, Ah non. là. C'était vraiment, ils voulaient qu'on fasse quelque chose de beau. On savait jamais c'était quoi le défi au complet, mais on avait une petite indication, là, de quoi pratiquer, là, la fin de semaine. Et qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? Qu'est-ce qui t'a marqué positivement ou négativement dans la compétition? Ben, en fait, c'est les émotions. MasterChef, c'est super dur mentalement, physiquement aussi, parce que c'est des longues heures de tournage. On est debout à notre station, souvent en position stationnaire, à rien faire, juste à sourire, puis pas trop savoir ce qui se passe et attendre. Mais émotionnellement aussi, c'est vraiment très difficile. Puis en même temps, on savait que c'était une émission de télé, là. C'est pas la fin du monde, mais on a tellement pleuré. On a vécu des émotions. À un moment, tu gagnes, tu es au top, tu te sens tellement bien d'avoir des méga beaux commentaires de chefs reconnus. Là, après ça, le lendemain, tu passes proche de te faire éliminer ou ton meilleur ami se fait éliminer. Donc, c'est vraiment des montagnes russes d'émotions très intenses, même malgré que c'est juste une émission de télé, quand même. Et on voit aussi que ça a créé quand même des liens super forts entre vous parce que je vous suis un petit peu sur Instagram et j'ai vu au moins déjà 2 réunions, une dans les cantons de l'Est, je pense, une autre il y a pas très longtemps. Exact, oui. Si on me demande c'est quoi le côté le plus positif de MasterChef, c'est certainement les connexions, les liens d'amitié que j'ai qui vont durer pour toute une vie. On a vraiment toutes en commun la passion de la cuisine. On a toutes des vies qui sont très différentes et des personnalités très différentes, mais quand on était ensemble sur le plateau avec aucun contrôle sur rien, on s'est vraiment rapprochés très rapidement. Là, toute la gang, on est vraiment encore très proches. On se parle à tous les jours sur notre groupe Messenger. Comme une brigade en cuisine un petit peu? C'est ça. Carrément. Bah ouais, Effectivement. vous avez passé beaucoup d'heures comme une brigade. Ah ouais, et puis t'en chies Ensemble. excuse-moi pour le terme là, mais t'as des difficultés ensemble et puis ben C'est ça. des liens, ça crée des liens. Et des Exactement. émotions, tout ça, c'est important, hein, Malgré que c'est c'est une l'histoire. compétition, on avait des défis d'équipe aussi, certainement. Donc, on a créé des liens aussi à ce niveau-là. C'était vraiment une belle compétition. C'est très humain, MasterChef, comparé peut-être à un souper presque parfait, qui c'est plus drôle. MasterChef est vraiment très émotionnel et humain comme émission. Au niveau personnel, au niveau technique, au niveau créativité, ça a ouvert des portes que
tu ne pensais même pas possible chez toi ou... Bien, certainement, certainement. Moi, j'ai passé tout l'été à faire des festivals, des événements, des ateliers culinaires, des démonstrations, beaucoup barbecue aussi, là, dans les festivals de barbecue, de sauces piquantes. Tout cet été, j'ai trouvé ça vraiment très plaisant d'aller rencontrer les gens directement et leur donner mes petits trucs de cuisine. J'ai adoré mon été. J'ai même remplacé Bob le chef dans un événement qui pouvait pas être là. Il m'écrit, je suis comme, mon Dieu, Bob le chef m'écrit, peux-tu me remplacer? J'ai quelque chose, mais je vais le déplacer. Ouais, Je vais le c'est déplacer. c'est des trucs, hein, on peut pas aller dire non, hein. Non, c'est ça exactement. J'ai adoré mon expérience. Est-ce que c'est dur de dire non, justement après ce genre d'événement? Tu es tellement sollicité? Est-ce que Ben, c'est ça doit être ça. dur parce que tu as peur que les gens te disent: «Ah ouais, tu sais, maintenant qu'elle a gagné, qu'elle est célèbre, Ouais, ben en fait, moi, de toute façon, c'est sûr que je vais faire l'événement qui va me tenter le plus et non le plus payant ou c'est vraiment, j'ai du plaisir. Je vis ma best life en ce moment. J'ai fait de la bouffe backstage dans un festival de musique pour nourrir les bands. J'ai adoré ça. J'ai fait plein de belles expériences comme ça. Puis c'est vraiment pour avoir du plaisir que je le fais d'abord et avant tout. Puis ça paraît aussi parce que mes fins de semaine ont été pas mal toutes prises cet été. Même, j'essaie de traîner ma famille le plus possible dans mes événements pour qu'ils puissent être avec moi aussi. Ma fille, elle a elle a animé avec moi un atelier culinaire devant 200 personnes. Ah, Elle a c'est 8 super. ans. Oui, c'est ça, c'est vraiment le fun. Elle est super sociable, puis elle fait déguster mes produits aux gens. Elle fait beaucoup de pourboires. Ah, bah, tant Est-ce mieux pour elle. Oui, est-ce que tes enfants, ils sont intéressés par la cuisine? tout à fait, tout à fait. Mes enfants, ils prennent beaucoup de place dans la cuisine. Ils se font leur dessert eux-mêmes. Ils mélangent qu'est-ce qu'on a, puis sont capables de se débrouiller si je suis Mmh. pas là, c'est certain. Alors, est-ce que c'est dur? Est-ce que tu commences un peu à sentir, la pression qu'a un cuisinier, le fait d'être toujours occupé, d'essayer de faire intervenir sa famille, mais bon, c'est dur des fois d'être à un événement et de laisser sa famille de côté. Est-ce que c'est dur pour toi ça? Ben, c'est vrai, certainement, j'essaye de concilier les 2 le plus possible. Par contre, tu sais, mes vacances à chasse, mes vacances à la pêche, on n'y a pas touché. On a laissé ça intact. J'ai gardé quand même un peu de vie de qualité en famille là, pour me ressourcer moi aussi. Ça fait du bien d'aller s'isoler dans le bois, Ouais, bien puis sûr. pas de réseau. Instagram, on le met de côté pendant une semaine. Ça fait vraiment du bien. Alors la chasse. La chasse. La La chasse. chasse. C'est marrant parce que, depuis le début de notre podcast, on a abordé très peu souvent la chasse. Oui. Ouais, Et on a commencé il y a 2 semaines, la première fois, c'était la première avec, fois, avec Julien, le chef, du de la restaurant de la quintessence. Quintessence Mhm. à Tremblant, qui est un passionné de chasse et de pêche aussi. Donc, on va aller essayer d'explorer un peu ce domaine que Ben, Stéphane Moda serait un excellent invité pour parler de la chasse aussi. Là. on Il le fait des périples voit dans le nord pour on le aller. voit ce week-end, donc on lui Oh! posera d'autres questions. Ben oui, certainement, Mmh. certainement. Moi, je suis originaire de l'Abitibi à la base, donc je vais à la chasse depuis que je marche. Là, en fait, là, j'ai toujours vu des animaux ouverts. Ça m'a pas traumatisé quand j'ai commencé à travailler en abattoir, ça c'est certain. Chasse familiale, vraiment, avec mon père à l'Orignal, à la perdrix. Maintenant, avec mes enfants, on va au Petit Gibier, on va à la perdrix, là, à notre chalet dans le nord du lac Saint-Jean. On est vraiment très isolés, là, loin dans le bois, sans réseau. C'est parfait, mais on a le gros luxe quelques barbecues pour cuisiner, la cuisinière au propane. On est vraiment bien installés. On mange super bien. Fait qu'on va à la chasse à la perdrix à cet endroit-là. Il y a du lièvre aussi. Fait que c'est vraiment le fun. Puis la pêche l'été à la truite, là, ça mord une après l'autre. Alors, tu la prépares comment ta perdrix? Ma perdrix, en fait, où on chasse, on a 2 types de perdrix. On a la gélinotte qui est chair blanche et la tétra des savanes qui est la chair est rouge, vraiment foncée. C'est super sec. Même en fondu, c'est vraiment sec, là. Donc, j'essaye de la préparer vraiment plus en confit, comme un canard confit, comme une cuisse de canard confit. Je mets ça dans le gros de canard avec plein d'arômes, du sapin, plein de choses comme ça. Et je la fais confire très longtemps pour en faire une rillette. C'est comme ça, je préfère la cuisiner aussi. Puis c'est pas très gros non plus, là. Donc, on fait pas un pastrami avec ça. Et l'autre perdrix qui est un peu moins sèche, tu l'as... La gélinotte, elle, La là, je gélinotte. l'utilise comme un suprême de volaille, un suprême de poulet, là, vraiment. J'aime ça la faire en sauce avec de la crème aussi pour... faut que ça goûte encore le bois, ça, c'est certain. Mais j'aime beaucoup la cuisiner là, comme un suprême de poulet normal. Alors par rapport, alors c'est une question, MAPAC encore et Oh, ma Ah, PAC et j'avais chasse! j'avais le droit à une question de Oui, MAPAC encore. tu attendais un petit MAPAC et peu. chasse. Alors au Québec, on n'a pas le droit de vendre les produits de la chasse sauvage en restauration. Mhm. Est-ce que toi, tu trouves, en tant que chasseuse, tu trouves ça un peu dommage
Ou est-ce que tu trouves que ça a assez raison? Ou est-ce que tu peux pas répondre à cette question parce que parce que c'est ta job? Ben, en fait, tu sais, c'est sûr que dans un abattoir qui vaut quelques millions de dollars avec des employés habitués, des stations de lavage de mains, des stérilisateurs à couteau, ou dans le bois, en essayant de tirer à la bonne place, en sachant pas trop où, l'orignal va faire encore un bout, va mourir dans l'eau, va falloir le remonter, l'ouvrir tant bien que mal sur le côté avec pas trop d'équipement, pas trop de couteaux qui coupent, pas d'eau. Je pense qu'on ça se compare même pas, là. On peut pas faire la même Mmh. job dans le bois, entre 2 arbres, versus dans un abattoir qui vaut des millions, là. Est-ce que ça arrive souvent qu'il y ait des empoisonnements de chasseurs? Ben, les recommandations pour la viande sauvage, c'est vraiment de la cuire complètement, vraiment très bien cuit. Les boucheries qui vont découper la viande aussi par la suite sont responsables de la qualité des aliments qu'ils ont sur place. Fait que même si c'est pas leur orignal à eux, si l'orignal est vraiment en mauvais état, impropre à la consommation, ils vont le jeter, ils vont pas travailler ça de toute façon. Donc, on peut s'attendre à ce que ce qu'on a dans les congélateurs des chasseurs, c'est de la bonne qualité de viande, mais on prend pas de chance puis on la mange bien cuite. Ouais, parce Parce que qu'il faut préciser que justement que la plupart des chasseurs, peut-être 90%, ne découpent pas ne font pas la découpe eux-mêmes des produits qu'ils chassent. Non, c'est ça exactement. On a des découpes à forfait qui existent pour ça, des petites boucheries là, qui sont vraiment spécialisées dans le domaine pour faire chevreuil, orignal et ours aussi. mais il y a une difficulté pour ces gros animaux, c'est que souvent tu vas très loin, dans le bois pour les chasser et puis c'est des gros animaux qui refroidissent, Ça prend lentement. du temps, effectivement. Il faut après les charger sur le camion, les rapporter à la boucherie. Comment, c'est quoi les conseils de conservation pour que la viande soit pas contaminée? C'est sûr, en plus, maintenant, il fait de plus en plus chaud, même à l'automne. Là, c'est pas rare d'avoir des périodes de chasse Et qui ouais, fait 25 degrés. il Oui, faisait c'est ça. 15-20 degrés, sans problème donc C'est ça, exactement. Là. Donc, vraiment, le conseil le plus efficace, c'est de réfrigérer le plus rapidement possible. De pas même, tu sais, souvent, on va faire faisander la viande dans un garage ou quelque chose comme ça ou simplement sur un arbre. S'il fait en haut de 7 degrés, on devrait vraiment l'envoyer dans une chambre froide le c'est plus mieux rapidement dès que tu as possible. tué ton animal de l'amener tout de suite, Donc tu te Exact. balades avec une grosse cabine de glaçons. Ben oui, maintenant, on voit ça aussi. Les gens se sont fait des petites chambres froides avec des airs climatisés. Là, on en voit sur les routes là, de plus en plus parce que justement, la période de chasse se réchauffe là, aussi un peu normalement, même si certaines périodes de chasse qui ont été repoussées dans l'année pour pouvoir justement avoir des températures moins chaudes. Mais il faut vraiment réfrigérer le plus rapidement possible. Là. Ça, c'est la clé du succès. Puis ça coûte cher quand même à la chasse. Là. Tu sais, si on calcule ce que ça coûte sur la livre de viande au bout que ça donne, c'est très, très dispendieux. C'est un loisir, comme faire de la moto, comme faire du camping, ça, c'est certain, mais les gens vont manger l'animal le plus possible parce que, tu sais, il y a vraiment un coût relié à ça, c'est certain. Là. Un congélateur qui est plein d'orignal coûte beaucoup plus cher qu'un congélateur qui est plein de viande d'épicerie, ça, c'est certain. Mmh. C'est quoi que tu aimes quand tu vas chasser? C'est quoi ton sentiment? C'est quoi? Ça te rappelle tes souvenirs d'enfance? Oui, il y a beaucoup de nostalgie d'associer à ça, c'est certain, mais tu sais, juste me ramasser dans le bois avec la nature, pas d'autres bruits, pas de réseau, ça, j'adore ça, vraiment, pas de réseau. Autant que j'aime gérer mes réseaux sociaux que j'aime ne pas en avoir à gérer non plus, là, certainement. Fait qu'aller juste marcher en forêt, être vraiment connecté avec la nature, c'est ça que j'aime le plus. Est-ce que tu fais un peu de charcuterie, des saucisses, des jambons ou Mais je suis pas? quand même très équipée, moi, en fumoir à la maison. OK, Donc, je fais beaucoup de smoke meat. Le OK. smoke meat d'orignal, j'adore vraiment. J'essaye de demander des rôtis le plus possible au boucher, de pas tout découper la viande en steak ou en cubes ou en lanière. Vraiment, garder des pièces intactes que je vais couper moi-même à ma guise et je vais souvent le faire en smoke meat. Mais tu le fais à partir de n'importe quelle pièce de viande? N'importe quel. L'orignal est tendre pas mal à grandeur de toute façon. Là. Fait qu'on peut faire un smoke meat. Si on prend une partie qui est moins tendre comme l'épaule ou la palette, on va juste le faire cuire un peu plus longtemps pour qu'il soit tendre. Puis je peux faire du smoke meat, mais en effiloché aussi, là, sans nécessairement qu'il soit tranché. C'est excellent quand même. Moi, j'ai une question là, disons que Un quelqu'un pack? non, pas ma PAC. Ah OK, intéressant. J'ai une question, si quelqu'un nous écoute et qui se dit: «Ben, ouais, j'aimerais bien goûter ça l'orignal là», on s'entend, bah, tu peux pas en manger au restaurant, tu peux pas en acheter en boucherie. C'est quoi les options à part se faire ami avec toi, se faire inviter? Ouais,
c'est ça, faut avoir un ami chasseur. C'est Il y a vraiment. pas d'autre option. Il n'y a pas d'autre option. Ou on peut aller avec du wapiti d'élevage ou du cerf rouge d'élevage. C'est pas tout à fait pareil non plus au niveau du goût, mais il y a quand même des similitudes aussi au niveau de la viande d'élevage qui est de cervidés. Moi, j'ai faim, là. À force de t'écouter, là, je veux Une petite des saucisse d'ours. rillettes, Smoke smoke meat. meat. Alors, la truite. La truite. Prépare comment, la truite? Oui, mais la truite qu'on pêche, nous, est pas grosse. C'est vraiment une petite truite. Puis c'est correct aussi parce que dans le lac qu'on chasse, c'est un lac qui a été inondé, donc plus riche en mercure quand même au niveau des poissons. Donc, le poisson est petit, c'est correct, on en mange plus, mais c'est beaucoup plus de travail, ça, c'est certain. Encore là, j'aime beaucoup faire de la rillette aussi avec ça. Puis mon beau-père, à notre camp, il m'a patenté un fumoir maison avec un vieux poêle là, qu'il y avait sur place. Donc, je fais fumer quand même la truite là, entière directement. Puis ensuite de ça, on peut la déguster soit comme ça ou en sauce ou sur une pizza, dans des pâtes. Est-ce que la truite que tu pêches dans les lacs dans le nord ou au Québec, si tu peux la manger en gravlax ou t'es mieux de la faire congeler de toute façon? La réponse officielle, c'est tout ce qui est issu de la chasse ou de la pêche sauvage devrait être bien cuit. OK. J'étais là, je suis là, on parle de gravlax, de quoi on parle? Ok, d'accord. Donc, je mange pas de tartare de truite avec ma Ok. truite sauvage, Ah ça ouais. c'est certain. Mais le truc qui m'impressionne quand je t'écoute, c'est oui, mais le lac, il a du mercure. Tu vas chercher ces infos comment? Est-ce que n'importe qui peut savoir que tel lac a un taux de mercure auquel on devrait faire attention, ces pêches-là, ou c'est vraiment Je me considère pas comme une experte dans le domaine, là, C'est de pas l'oral? du tout, mais en fait, oui, c'est ça quand même. Puis c'est le bois en décomposition qui va envoyer du mercure dans l'eau. Puis vu que c'est un lac qui a été inondé pour faire de la drave, dans le temps, il y a beaucoup de bio, il y a beaucoup d'arbres là, en décomposition là-dedans, mais peu importe, c'est bon dans tout. Là. Plus que le poisson est gros, plus qu'il va être riche en mercure, là, ça c'est certain, peu importe le lac. Ah, c'est quand même. Parce que le plus gros, c'est le poisson technique, hein? mange un autre petit. Mais on s'entend, oui. on s'entend, la congélation du poisson ou la cuisson du poisson enlève pas le mercure. Oui, Non. oui, ça, on est d'accord. Ça on enlève parle ça enlève les vers, les Les parasites. parasites. Oui, Mm. exact. Alors, c'est où l'endroit le plus fou où tu es allé pêcher ou chasser? À Bay James, c'est vraiment Ok. le fun, ouais. Mon père travaille à la Bay James pour Hydro-Québec, donc ça, c'est vraiment intéressant aussi d'aller pêcher là-bas. Mais sinon, on a un lac à Brochet dans notre coin qui est vraiment pas accessible. Il faut descendre la chaloupe à bras, puis c'est vraiment une excursion en soi d'aller pêcher là. On va la première fois sur le lac pêcher. Mon chum lance sa ligne à l'eau. Premier lancer, sort un brochet 36 pouces de brochet. Puis comme, oh mon Dieu, gardez vos doigts à l'intérieur de la chaloupe parce que sérieusement, ça peut partir avec un doigt, un brochet gros comme ça. Finalement, moi, je lance ma ligne, j'ai sorti un plus gros poisson, 38 pouces, c'est quart. Ça a été vraiment fun à pêcher. Là. J'ai eu vraiment beaucoup de travail, puis c'était vraiment très excitant aussi. À un moment donné, on a pris une petite pause pour la pêche. Ma belle-mère avait sa ligne à peu près à un pied de la surface de l'eau, puis un brochet qui a sauté sur sa ligne, qui a ramassé son rapala, puis je pense que c'est le seul qu'elle a ramené de cette journée-là de pêche. C'était vraiment très drôle. Vous êtes-vous baigné dans le lac? Non. Parce que c'est un peu effrayant. Pas du tout. Moi, je me baigne pas là-dedans, c'est certain. Ah ouais, 3 lancers, 3 prises, tu te dis bon. Et puis les brochets, les mangez-vous? Les brochets, les plus gros, non. Dans le fond, quand ils sont vraiment gros comme ça, là, c'est trop gros, on les remet à l'eau de toute façon. Et puis les autres, un peu plus petits, vingtaine de pouces, là, ça se mange, c'est quand même bon. C'est difficile à arranger pour enlever toutes les arêtes, mais le goût est excellent là, du brochet. Est-ce que tu as vérifié le taux de mercure qu'il y avait dans le brochet? Non, je sais même pas comment on peut faire pour mesurer ça quand même je non sais pas, plus. j'ai vu ton niveau de technicité. Ouais, mais tout est une question de régularité aussi. Là. Si on mange du brochet à chaque semaine versus une fois par année, ça se compare pas. Là. Bien sûr. Donc, comme tu le disais à un moment, on est passé assez vite dessus. C'est mieux de manger plus souvent des petits poissons que des gros poissons parce que le taux de mercure, forcément, est plus... De lac, on parle. De lac, mais même de mer, hein, ça s'applique partout, le taux de mercure. J'imagine. Ouais, c'est mieux de manger une sardine que de manger du saumon, en tout cas en fréquence. Mais là, on se lance dans un on va loin, là, on va très loin, je te dis. Manger un poisson plus riche en mercure que de la viande rouge, là, on sait plus. Là. Finalement, on mange juste pour avoir du plaisir. C'est sûr. Donc, tu as décidé, après MasterChef,
de lancer une sauce, c'est ça, barbecue? Oui, en fait, en collaboration avec un producteur d'érable que je connaissais déjà avant MasterChef, et il avait dit pour te remercier de tout ce que tu fais pour nous, je faisais des capsules, des vidéos recettes, on pourrait créer une gamme de produits à ton image. Est-ce que tu aimerais ça? Je suis comme, mais j'ai jamais pensé à ça, moi, me partir une gamme de produits, mais ça fit tout à fait avec mon côté barbecue. Donc, j'ai 3 rubs à base de sucre d'érable et une sauce barbecue à la bière et à l'érable et une moutarde enflammée à l'érable aussi. Donc, il y a une continuité d'érable dans mes produits, là, ça c'est certain, très riche en sirop. Ta sauce barbecue, est-ce que c'est toi qui as développé la recette? On l'a développé ensemble là, avec le producteur d'érable. Là. Moi, il fait de la sauce bien plus souvent que moi, de toute façon. Là, il est vraiment plus expert. Moi, j'ai dit je voulais la faire avec de la bière IPA. Des sauces à la bière IPA, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. Donc, c'était vraiment un autre volet d'originalité. Et j'ai un de mes amis qui travaille pour la microbrasserie Noctem. Donc, on a décidé de mettre la catnip, qui est la bière emblématique de ça. D'ailleurs, je vous ai apporté une sauce et une moutarde en cadeau pour recevoir. Merci. Alors parle-nous un peu comment tu l'as fait cette sauce. Je connaissais très bien les produits du producteur, donc il y avait plusieurs types de sauces. Alors, je lui ai dit, je prendrais un mélange de cette sauce-là que j'aime beaucoup avec un peu plus de tomaté de cette sauce-là. Essaye de faire un mix des deux et on rajoute la bière. Donc, on a fait quelques tests de goût, puis ça n'a pas été trop long qu'on est arrivé à un résultat exceptionnel. Et puis donc, alors moutarde enflammée à l'érable, c'est piquant, j'imagine? Oui, assez piquant. Enflammé. Un 5 sur 10 là, de piquant. C'est de la purée d'habanero qui est à l'intérieur. Là. Okay. Ça représente très bien ma personnalité, là, salé, sucré et piquant. Alors, il paraît que tu veux nous faire concurrence. Ah oui, j'ai entendu ça. J'ai vu passer ça sur les réseaux. J'ai pas la prétention de dire que je vais vous faire concurrence. Oh. Mais... Il y a de la place pour C'est ça toutes que les je belles me dis. histoires. Parle-nous de ton podcast. Complètement foodie, que ça s'appelle. C'est un podcast qui est ambulant, un peu comme le vôtre. On se déplace dans des endroits foodie que notre invité veut nous faire découvrir. Ça peut être une épicerie, un producteur ou un restaurant, là, tout à fait. Donc, on fait juste jaser autour de bons aliments. Puis, c'est ça que je voulais faire. Quand je suis allée à la saison 2 de MasterChef, j'ai découvert une petite passion pour l'animation. J'ai adoré animer avec Stefano et Martin là, en avant. C'était vraiment le fun. Donc, ce qui se rapproche le plus de ça, là, le podcast, écouter les gens, parler aux gens, puis autour d'une bonne bouffe, là, ça m'allume vraiment beaucoup. Puis j'espère que vous allez aimer mon podcast. Alors, le concept, c'est le premier épisode, c'est qui? Tu peux dire qui c'est les invités? Oui, le premier épisode, c'est mon ami Jean-Christophe Nadeau qui était dans la saison de MasterChef aussi. Okay. J'ai plusieurs autres invités là, qui ont fait la saison 1 ou 2 de MasterChef, mais je vais sortir aussi un peu de l'alimentation pour recevoir d'autres personnalités qu'on connaît. Mais donc, ce sera quand même autour d'un repas, toujours. Autour de toujours choses autour de la bouffe, exactement. Mais vous mangez en même temps? Oui. OK. Donc, on a beaucoup de bruit de bouche. Tu sais, ça marche super bien là, chez les Coréens. Là, ceux qui marchent le plus en ce moment sur Instagram, c'est les mangeurs. Là, il y a un phénomène coréen. Ils ont plusieurs millions d'abonnés. Tu les entends manger. C'est particulier. On va essayer de diminuer ça les marche bien. sacs. C'est un concept intéressant. Ouais, donc, me propose pas ça, Pascal. Toujours manger, de toute façon, manger bien, c'est toujours un bon concept. Et c'est vrai que parler autour d'un repas, c'est quand même sympa. Ben oui, exactement, comme un dîner entre amis. Ben ouais, c'est ça. Mais là, tu vois, nous, c'est une sorte de conversation. Bon, on mange rien la plupart du temps parce que on ne propose rien. Hein. Mais là, volez-moi pas mon concept. Mais en plus, vous allez avec des grands chefs et tout ça. Vous pourriez leur demander de vous préparer quelque chose. Ah, mais on préfère manger tranquillement avant ou après. Tu sais, on profite bien du plat qu'on Ça vient prépare. avec quand même. Ouais, alors c'est quoi le prochain projet? Parce que je vois que t'en as plein, t'en as d'autres qui arrivent. Oui, tout à fait. J'aimerais beaucoup un livre. On essaie de monter des projets d'émissions de télé aussi, mais on se rend compte assez rapidement que ça prend des contacts dans le domaine pour percer en télévision quand même. J'aimerais ça mettre sur ma bucket list que j'ai eu mon émission de télé aussi. C'est-tu une priorité dans ma vie? C'est un rêve plus que d'autres choses, je dirais. Donc, à suivre où ça va aller, mais on travaille fort là-dessus là, pour proposer des concepts d'émissions de télé qui peuvent peut-être percer. Ben, en tout cas, t'en es plus proche aujourd'hui que tu l'étais il y a 1 an. Justement, c'est comme concret, ça peut être possible, donc pourquoi pas? Ben oui, pourquoi pas.
Tout à fait. Mais sinon, je continue à être très présente dans les festivals. Je donne des ateliers, des cours de cuisine aussi, cours de barbecue. Je vais même être chef privé aux Bahamas en février. Ouais, j'ai En une février, petite ah ouais, demande, c'est- ouais. Ça, c'est pas le plus mauvais moment pour y aller, hein. Ouais, non, c'est bien ça. Si tu as besoin de gens pour faire la technique de tes podcasts là-bas, on peut On est peut-être t'accompagner. disponible. Oui, c'est ça. J'apporte mon mari, mon sous-chef, pour qu'il fasse la vaisselle. Ah bah oui, Et le tes enfants, plongeur, tes hein. commis. Ouais, eux, ils ont de l'école. Ah, Ah, bah ça Ah. pas de chance, hein. Non, ah, c'est pauvre. dommage. Mhm. Et tu vas combien de temps? 10 jours. Ah, quand même, hein. Ouais, Belle expérience. j'ai vraiment hâte. Donc, tu peux en parler un petit peu? On est supposé être 4 jours en excursion sur un catamaran. OK. Alors, cuisine vraiment dans le catamaran avec petit volet barbecue aussi, certainement. Les poissons, les fruits de mer et tout ça. Puis un autre 6 jours là, dans un hôtel assez luxueux aussi. Ça va être vraiment le fun. Ah, c'est super. Ouais, j'ai beaucoup... je vais vous mettre plein de photos puis de vidéos sur ma page. Vous allez pouvoir me suivre Ouais, bah, rêver. dans mon périple aux Bahamas. Ah, c'est super comme concept. Ça Ouais. peut être une mission aussi, hein. Je peux pas dire non. Ah non, Non. on peut pas dire Ah, non. non. Bien sûr que non. Pas du tout. Des fois, on te dit, ouais, saisis pas toutes les opportunités qui se présentent comme ça, mais des fois, il y a des opportunités, tu peux pas dire non. Exactement. Bon, mais écoute, Sandra, c'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Sandra. Il faut qu'on remercie Judith. Ah oui, Il faut qu'on remercie Judith Laflamme qui nous accueille pour l'enregistrement dans son restaurant Le Takeout dans lequel tu peux manger aussi. Les meilleurs sandwichs de Montréal, je m'avance pas beaucoup en disant ça. Les meilleurs sandwichs de Montréal, la meilleure soupe à l'oignon, le take-out, prêt à manger, c'est sur Bélanger et Saint-Hubert, si je me trompe pas. Mais pour vrai, le menu fait saliver. Et l'odeur ici, là, ça sent un peu le fumé, le poulet péripéri. Wow. Ah ouais, parce qu'elle fait du smoke meat d'agneau. Je l'ai vu faire ça, elle m'a expliqué sa recette. C'est vraiment malade. J'encourage tous nos auditeurs à aller essayer ça. et en plus, j'ai entendu Sandra qui disait c'est bon, c'est assez propre. Ouais, c'est validé. Merci Sandra, merci, Sandra. merci à toi Merci cher à auditeur de vous. nous avoir écoutés. Restez dans le jus, ciao. Ciao, ciao.